Pascal Gana. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport d'orientation budgétaire est censé nous apporter un éclairage sur les nouvelles directions que la nouvelle majorité pense pouvoir donner à notre institution régionale. Selon nous, cet éclairage est partiel, non pas tant à cause des chiffres, parce qu'effectivement, vous avez raison, Monsieur le Président, le débat budgétaire aura lieu dans quelques semaines. Ce qui fait défaut, selon nous, ce serait plutôt la clarté des orientations, et particulièrement quelque chose qui nous semble fondamental et qui illustre assez bien cette espèce de comédie à laquelle nous avons assisté, à savoir l'absence, peut-être, sur ce que nous faisons, du regard des Ligériens. En préambule, notre groupe prend acte d'éléments, selon nous, positifs et que nous portons donc à votre crédit. La prise en compte du poids de la dette, de la nécessité absolue de restreindre les dépenses de fonctionnement et d'investissement, quoique nous ayons un doute sur la proportion que vous voulez donner à cette réduction. Il est écrit dans le DOB, dans le document qui nous a été remis, ne plus laisser filer les dépenses, je cite. Une seule limite à ce constat, d'ailleurs, je dois vous dire, je n'ai jamais vu un exécutif en début de mandature annoncer qu'il accroîtra le déficit. Mais enfin, nous pouvons porter crédit à ce que vous avancez puisque vous donnez quelques éléments chiffrés. Simplement, vous souvenez-vous de la grande séance de deuil collectif à laquelle vous vous êtes livré, je pense à part notre groupe, lors du vote des Britanniques sur le Brexit. Et je pense qu'il y a un rapport très direct. D'ailleurs, le DOB fait un gros effort d'explicitation du contexte national, international et mondial. Je crois que vous n'en tenez pas assez compte. Nous sommes dans une situation, peut-être M. Clergeau l'a-t-il dit, extrêmement grave, quelque chose dans lequel l'Europe, bien au-delà des institutions européennes que nous récusons, peut basculer dans une forme de chaos pour des raisons financières, avec toutes les conséquences sociales et politiques que l'on peut ensuite en craindre. Au niveau national, par exemple, tout le monde déplore ici le désengagement de l'État. Mais est-ce que ce désengagement n'avait pas commencé bien avant l'actuel quinquennat? Ce désengagement avait commencé sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Pour une raison très simple, c'est que la dégradation de la situation financière ne permettait pas de faire autrement. Et si la dépense ne peut plus filer, pour reprendre l'expression, il est, je trouve, contradictoire et d'une certaine façon intellectuellement pervers d'exiger qu'elle file au niveau national. Parce que ce qui est nécessaire en région, faire des économies, l'est encore plus au niveau national. C'est d'ailleurs la grande exigence des traités régissant l'euro que vous révérez, que vous avez approuvé, contre lesquels Nicolas Sarkozy a affecté de se battre dans un premier temps avant de se soumettre et à laquelle ses successeurs ne pouvaient échapper. Il est étonnant d'ailleurs que vous vous en étonniez, selon nous. La rigueur budgétaire appelle une diminution de tous les budgets. Et il ne peut y avoir de rigueur à Bercy et de pochette surprise à Nantes. Il faut admettre que cette tendance lourde est inéluctable et que le temps béni de la dépense et de la dette à l'infini est passé. Il faut donc admettre que ce n'est pas seulement le fonctionnement, mais également l'investissement qui sera impacté et beaucoup plus lourdement, selon nous, que vous semblez le penser. Vous citez le chiffre du PIB dans notre région, du PIB régional, pour estimer que nous serions la 4e région de France. En même temps, il y a quelque chose d'assez étonnant parce que vous citez la progression de la Corse qui serait supérieure à la nôtre. Ça donne la limite de cet exercice statistique parce que quand on connaît la situation sociale de la Corse, elle ressemble beaucoup plus aux régions les plus rurales, les plus déshéritées à tout point de vue de notre région que, par exemple, à la métropole nantaise. Par conséquent, je pense qu'il ne faut pas avoir peut-être cet optimisme politique que vous affichez. Notre région n'est pas, comme toutes les autres régions, dans une situation si exceptionnelle que cela, sur le plan financier, social, économique, sur le plan de l'emploi, etc. Les Ligériens ne sont pas plus satisfaits de l'État, dont toutes les professions et couches sociales contestent l'inefficacité,
et le coût de fonctionnement. Ils ne sont pas plus satisfaits de leur région. Et il est inutile de rejeter cet état d'esprit, ce constat collectif sur la conjoncture internationale ou l'injustice du monde. Ce à quoi nous semblons assister, finalement, après le Brexit, le malheur se serait abattu sur l'Europe. Souvenez-vous, lorsque, prolongeant la campagne électorale, nous avions dit que le poids de l'environnement économique en Europe ne pourrait pas être passé sous silence. Les européistes de type eurofédéraliste que vous êtes sont obligés de reconnaître que l'Europe ne pourvoira pas à nos manques nationaux et maintenant régionaux. C'est un fait. Et vous-même, vous faites le cruel constat que ça ne fonctionne plus. Vous dites même que les peuples se détachent mentalement, psychologiquement et politiquement de la construction européenne, des institutions. Je ne pense pas que ce soit de l'Europe comme ère commune de civilisation, mais réellement des institutions et de leur fonctionnement. Le rapport d'orientation budgétaire, d'ailleurs, émet quelques contre-vérités, puisque vous faites état de prévisions d'avant-Brexit ou d'immédiate après-Brexit, qui ont toutes été contredites par les faits. En quoi le Brexit affecte-t-il l'euro et donc ensuite le fonctionnement des taux de crédit et donc de la gestion de la dette, puisque la Grande-Bretagne n'était pas membre de la zone euro. Toutes ces hypothèses d'économistes se révèlent en général, surtout que lorsqu'elles sont le fait d'organisations internationales comme le FMI, sont souvent très hasardeuses. Et par exemple, il y avait vous citez un chiffre absolument surréaliste, comme quoi le Brexit ferait passer la croissance mondiale de 3 à 2,8, comme si le poids de l'Angleterre dans la marche du monde, du Royaume-Uni, avait une telle importance. La déflation aussi, elle serait reliée au Brexit, comme si elle n'était pas installée durablement dans notre région, comme au niveau national, depuis 5 ans, voire plus. Et je pense même, je ne mets pas en cause quand je parle de 5 ans, spécialement la majorité parisienne actuelle, je parle des gouvernements qui précédaient 2012. De la même manière, vous nous parlez du risque de contagion de la crise grecque, qui effectivement, sur le plan financier, est un risque majeur, malgré le peu d'importance de la Grèce et finalement la relative importance de son endettement. Lorsque nous comparons maintenant ce que les Allemands ont imposé à tous les peuples d'Europe pour récupérer leurs créances, eux qui étaient si âpres, Madame Merkel qui était si âpre à retrouver ses créances spéculatives à Athènes, elle voit les siennes propres mettre en péril à Francfort la Deutsche Bank, son fleuron bancaire. Preuve que la Grèce n'était que partiellement responsable de cet échec, mais bien plutôt les institutions européennes qui l'avaient permis. Et si l'Allemagne vacille, qu'en sera-t-il des finances de l'Europe institutionnelle et donc des nôtres? Car nous le savons, une grande partie du fonctionnement de notre institution, et de plus en plus, va dépendre des fonds européens. Donc notre région n'est pas une république autonome située dans un monde utopique européen. Nos agriculteurs, les ouvriers cadres de nos industries disparues ou en voie de disparition sont les témoins de l'échec de ce rêve d'un monde dont les frontières s'étendraient jusqu'à celles des pays extra-européens. Alors certes, vous mettez en place, et nous l'avons dit en commission à M. Pinte, grâce à une réorganisation de ce service et une augmentation de ses moyens, une meilleure collecte des fonds européens, ce que nous approuvons, puisqu'il s'agit d'utiliser l'argent des contribuables français. Mais êtes-vous certain que les États qui contribuent aux institutions européennes, qui sont eux-mêmes soutenus par des banques en crise qui leur prêtent de l'argent, êtes-vous certain que ces États, sur la mandature, seront en moyen de continuer à abonder cette Europe dont nous tentons d'extraire ou d'obtenir des ressources permettant de compenser la baisse des dotations de l'État par un système un peu fou qui veut que nous soyons enfermés finalement tous dans un cercle vicieux dont la meilleure façon de sortir peut-être serait de rompre avec cette pratique. Je ne crois pas que vous pourrez équilibrer votre budget avec de l'argent européen et nous craignons beaucoup que vous ne parveniez à cette épargne brute à hauteur de 250 millions que vous nous promettez. Sans parler qu'à cela se rajoute un élément qui ne figure pas d'ailleurs dans le DOB, ce sont les conséquences économiques, je parle bien strictement économiques, du TAFTA,
sur nos entreprises agricoles particulièrement, mais même sur nos entreprises industrielles, puisque les normes et le droit ne seront plus à Bruxelles, mais basculeront dans des instances d'arbitrage, de compensation, qui se situeront de l'autre côté de l'Atlantique. Or, chacun sait l'importance des normes et du droit dans l'activité économique moderne. Vous faites un second aveu, après cette série d'aveux finalement explicites ou implicites sur l'état du monde et l'impact que cela a sur les économies et sur notre région. Vous parlez de... Alors c'est un aveu là qui est moins explicite, je dirais que c'est votre aveu caché. C'est celui concernant la dette que vous nous préparez à travers le projet dont je crois nous sommes le seul groupe à contester le bien fondé, celui de Notre-Dame-des-Landes. Certes, vous ne l'avez pas inscrit dans le budget, donc je ne saurais vous reprocher les pratiques comptables de M. Clergeau et de ses amis. Cependant, je vous rappelle quand même, M. Retailleau, que la Chambre régionale des comptes avait émis un avis d'alerte en 2014, je crois, en évoquant le chiffre de 300 millions. Je n'ai pas eu le sentiment durant la campagne électorale que vous en ayez tenu compte dans vos engagements sur un avenir meilleur de notre région. Alors, cette dette cachée future, comment comptez-vous y faire face? Rien dans le rapport d'orientation, ni même dans le contrat de plan État-région, rien n'est évoqué à propos des... Alors là, c'est pareil, on est dans le flou. Et dans un débat d'orientation, dans un débat comme celui-ci, il faudrait des précisions. Nous sommes dans le flou sur les coûts des infrastructures nécessaires aux 2 franchissements de la Loire, à la rocade supplémentaire, à la liaison ferroviaire avec Notre-Dame-des-Landes. Tout cela pose un problème, car les montants en jeu, par rapport à notre budget annuel, sont quand même énormes. Et il y a là une forme d'impasse volontaire qui obère politiquement autant que budgétairement votre rapport d'orientation. Que signifie le mot orientation si la prise en compte et le chiffrage de ces investissements est encore repoussé d'1 an, voire plus? Sur la gestion de la dette, vous évoquez, page 67, une BCE incapable de reprendre le contrôle de l'inflation, c'est-à-dire de relancer une hausse des taux, seule manière de relancer la croissance, dites-vous. Mais page 29, contradiction qui montre bien le système dans lequel nous sommes enfermés, vous notez avec satisfaction que la même BCE abaissera encore ses taux, s'il en est encore possible, puisque ce sera désormais sans doute en dessous de 0 quasiment. Incitation apparemment à emprunter encore, bancairement, pour améliorer le profil des taux moyens de notre dette, puisque ce serait une bonne affaire d'emprunter. Mais à ce moment-là, pourquoi incriminer le Brexit? Et nous nous posons la question, et nous faisons ce constat que nous faisons régulièrement, que finalement la droite et la gauche gèrent depuis 30 à 40 ans les collectivités territoriales par la dette, et que les conséquences ultimes sont sous nos yeux, y compris dans notre région. Certes, il y a un endettement dans notre région, mais si on prend par exemple la région PACA de vos amis, l'endettement est aussi considérable qu'ici. Et tout ceci explique notre fragilité institutionnelle en tant que région face à la baisse inévitable de nos ressources. Et la négociation que vous avez menée au sein de l'ARF avec vos collègues de droite, nouvellement élus, se sont produites dans un cadre totalement contraint. Dans le fond, votre marge de manœuvre était nulle face à un État qui lui-même n'a plus de marge de manœuvre. Et bien évidemment, là, nous atteignons le maximum de la fragilité. Vous savez, les Standard & Poor's, s'ils avaient dû auditer une entreprise ayant le profil budgétaire, le bilan qui est le nôtre en tant que région, nous auraient mis vraiment beaucoup plus bas. En réalité, chacun sait que tout ça se terminera par une augmentation de la fiscalité à terme, pour compenser la faillite de l'État au niveau national et les difficultés des régions françaises, des villes, des communes, des départements, des métropoles. Voilà pourquoi nous souhaitons, nous, faire ce genre de rappel, parce que passer de 597 millions d'euros de dépenses d'investissement hors amortissement de la dette à 450 millions d'euros, est-ce soutenable sans que ça ne soit le fait d'un accroissement des fonds européens collectés? Il me semble que c'est un peu votre pari.
la DGS diminuera et vous avez l'air de penser que la ressource escomptée de la TVA pourrait éventuellement compenser. Mais en sommes-nous certains? En sommes-nous certains? Vous avez dit l'autre jour, vous nous avez dit, finalement la TVA, ça a ceci d'intéressant que ça suit l'évolution des prix et des coûts donc pour la région. Mais en période, pour l'instant, les choses se passent très lentement sur le plan économique, mais imaginez que un jour une grosse banque européenne fasse défaut. Est-ce que nous pouvons compter sur cette montée lente et régulière de la TVA d'année en année? C'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. De même que les cofinancements. Les cofinancements européens sont par définition des cofinancements. Pour beaucoup de ces fonds européens, il s'agit également d'apporter des ressources propres, soit nationales, soit régionales, soit locales. Qui peut dire aujourd'hui que nous les aurons et que nous arriverons à les mobiliser? Voilà pourquoi nous ne pensons pas réaliste le chiffre que vous annoncez de la baisse de l'investissement. Nous pensons que vous serez obligé d'accentuer cette baisse. Et ceci dans le cas où toute chose resterait égale, à savoir la baisse des taux, l'amortissement facilité donc de la dette qui en résulterait, et la hausse assurée des fonds issus des programmes européens. Mais vous refusez d'inscrire cette hypothèse basse dans votre rapport d'orientation et nous aurions, nous, aimé qu'il y ait plusieurs hypothèses possibles afin que peut-être une solution moyenne permette d'être plus adaptif à une évolution des faits ou de la réalité économique. Standard & Poor's, d'ailleurs, qui a dégradé la note de la région, estime dans son rapport que, je cite, « La région sera à même d'atténuer en partie cette flexibilité réduite en investissement grâce à une gouvernance et une gestion financière que le rapport qualifiait de très forte ». C'est dans la page 16 du rapport. Oui. Mais vous notez, page 17, que la diminution de la dotation globale de financement de l'État entre 2013, qui était quand même un peu la conséquence de la gestion de Nicolas Sarkozy, et 2017, conséquence de la gestion de la période gouvernementale actuelle, représentera en 2017, dans cette période 2013-2017, une baisse de 30%. Et vous notez, cette recette de la DGF constituait 25% des ressources de fonctionnement en 2013. Vous voyez bien donc que la situation est beaucoup plus grave et ardue que le DOB ne le laisse entendre. Et réellement, le déséquilibre des ressources oblige, à notre avis, la majorité actuelle à une plus forte baisse des dépenses de fonctionnement, mais aussi des dépenses d'investissement. Je sais que ça n'est pas démagogique de le dire, que c'est dur à entendre, que c'est difficile à faire partager à nos concitoyens, mais nous pensons, nous, que c'est inéluctable et que vous y serez tenus à un moment ou à un autre. Notre conclusion sera que cet effort budgétaire se situe en deçà des exigences de la situation économique européenne, nationale et voire même de la conjoncture mondiale. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons cette idée saugrenue de sanctuariser le budget de la culture, page 37 du rapport, c'est-à-dire de garantir l'emploi par la subvention, nous nous disons que certes, ça n'est pas une idée nouvelle, c'est une idée même extrêmement ancienne. Garantir l'emploi par la subvention, c'est une idée de gauche. Et elle comporte aussi sa part de clientélisme. Souhaitez-vous prévenir sur votre gauche un choc budgétaire violent que vous craignez sans vouloir le dire, en essayant de maintenir d'une certaine façon en vie tous ces réseaux de gauche dont vous craignez la capacité de mobilisation à juste titre et le côté énergumène dont nous venons d'avoir la preuve, quoi qu'en pense Mme Bringuy, moi je trouve ça énormément choquant. Je dis à Mme Bringuy, imaginez que des gens soient venus pour protester contre les migrants, vous seriez roulé par terre en griffant la moquette. Donc voilà. Donc moi personnellement, je trouve ça pitoyable parce que nous sommes dans une instance de réflexion, nous sommes tous élus et il n'y a pas besoin que la rue prenne la tribune. Les tricoteuses de 1793, merci. Voilà, plutôt que de sanctuariser à la légère, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'engager prioritairement sur ce qui est porteur d'avenir et de richesse, la recherche, l'innovation, la formation? Alors le problème maintenant est de savoir comment le faire concrètement en dehors de l'aspect purement institutionnel. Et nous pensons, nous,
aux TPE-PME. Ce sont des structures qui sont diffuses sur toutes les zones de notre territoire. Elles irriguent l'ensemble des territoires. Elles portent des connaissances, des savoir-faire, de la formation. Elles ont une créativité de richesse, une plus-value. Elles ont un investissement productif qu'il faut aider. Elles portent donc une dynamique de structuration des territoires par l'emploi et non pas par la dépense ou la subvention. Et je trouve, moi, et notre groupe trouve que nous avons estimé que ce volet est survolé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté extrêmement superficiel, sans précision, sans volontarisme clair et affiché en direction du monde de l'entreprise. Vous attendez beaucoup de l'État, mais est-ce que vous ne pensez pas que les Ligériens, ponctionnés par les charges et les impôts, attendent beaucoup de notre volonté de moins recourir à l'État? J'avais lancé l'idée, vous n'avez pas retenu, d'un tableau de progression de l'avancement du budget qui serait accessible au grand public. Je crois que si nous demandons des efforts, parce que nous allons devoir en demander, il est évident que nous allons devoir diminuer des subventions, diminuer des crédits dans tous les secteurs de la société de notre région. Il serait bon de faire comprendre pourquoi à nos concitoyens. Finalement, aujourd'hui, nous nous donnons un spectacle entre nous, mais est-ce que vous pensez que si c'était filmé à l'extérieur, cela serait bien reçu de nos concitoyens? Et je pense qu'une des manières de faire partager nos enjeux, ce serait de pouvoir les expliquer d'une manière extrêmement claire. Il y a énormément d'institutions locales, régionales, des États, des comtés au Canada, aux États-Unis, qui procèdent ainsi. Voilà pourquoi nous pensons que vous ne rompez pas réellement avec le cycle dépenses, dettes, fiscalité. Ce DOB ne révèle que des décisions liées à une méthode ancienne de gouvernance, mais ne correspond pas aux espérances, Monsieur le Président, que vous aviez vous-même suscitées durant la campagne électorale. Je me permets de vous rappeler que vous avez épuisé votre temps. Je conclus. Et je vous dirais que nos concitoyens ligériens, nos entreprises attendent un changement de méthode de gestion. Nous avons l'impression que vous n'êtes resté que dans ce qui est nécessaire, mais qui ne va pas au-delà de simples transferts comptables. Vous nous proposez une cure d'assainissement, mais vous semblez avoir renoncé à une rupture. Et je vous rappelle que tous les gouvernements de droite, toutes les entités de droite qui se sont livrées à cet abandon après l'élection ont perdu la confiance des citoyens systématiquement. Souvenez-vous de M. Sarkozy. Bien. Simplement, alors moi je pensais que dans nos débats d'ailleurs pendant la campagne, vous aviez aussi demandé la sanctuarisation de la culture. C'était les... baisse plus que les autres budgets, parce que nous sommes toujours accusés, nous, Front National, d'être des gens qui nous opposons au monde de la culture. J'avais dit que s'il doit y avoir diminution budgétaire, elle doit affecter de façon à peu près semblable les différents postes de la région. Voilà. Mais ça n'était pas la hache pour la culture. Alors, je n'avais pas été suffisamment attentif. Monsieur Gana, nous ne sous-estimons pas les incertitudes qui sont autour de nous. Nous les mesurons bien. Notre objectif, il est clair, Monsieur Gana. On ne peut pas à la fois nous dire, d'ailleurs, la virulence des attaques de la gauche sur nos futurs couples devrait quand même vous rassurer sur notre volonté d'arriver en fin de mandat à une inversion de cette courbe de la dette. Et c'est notre objectif. Quand nous donnons un cadre très précis de ne pas dépasser 7 années d'endettement, le message, il est clair. Il affirme une volonté et il donne la règle du jeu pour cette période. Donc nous sommes déterminés à rester dans ce cadre pendant... Bien sûr, s'il y a des recettes nouvelles, nous adapterons demain les choses. Mais dans le cadre actuel, nous pensons responsable de ne pas en sortir. Voilà, au fond, j'ai l'impression qu'entre les attaques d'une gauche qui faisait ses budgets au doigt mouillé en pariant toujours sur des recettes nouvelles et puis des attaques du Front National qui nous dit que nous n'en faisons pas assez, qu'au fond, mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous sommes au fond dans l'équilibre des choses, nous sommes dans la responsabilité, nous sommes aujourd'hui dans une ligne d'équilibre qui affirme à la fois que nous ne renonçons à rien, nos engagements, nous les avons pris devant les Ligériens et nous tenons à les mettre en place à l'occasion de ce mandat. Je vous remercie.